Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de l'information dont voici le sommaire. Audience au Palais de la Marina, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités, notamment le président directeur général de Fluidor, Bénin, puis une délégation du Fonds Couetien. De quoi a-t-il été question lors de ces différentes entrevues? Vous le saurez dans un instant. Et l'année 2015 qui démarre sur des chapeaux de roue, c'est à la mairie de Lokossa. Le conseil communal en est à sa deuxième session extraordinaire. On fera également dans ce journal un tour d'horizon des sujets à l'ordre du jour. Et puis c'est avec cet élément sur la descente du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement que nous ouvrons finalement ce journal. Il était sur les chantiers de construction des collecteurs de Fidjrosé à Kogbato, Fifadji, Saint-Rita, Vossa et Akpakpa, puis sur le pont de Fifadji dans la ville de Cotonou. Christian Sosuruto est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux démarrés il y a exactement un an. Le point de ces différentes visites de chantier avec Ouliat Sanossi et Elvis Tonoukoin. Les divers chantiers du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, puis GEMU, financé par la Banque mondiale, lancé en février 2014, sont une fois de plus visités par le ministre de l'Urbanisme. Christian Sosuunto est allé constater l'évolution des travaux des collecteurs AA à Fidjrosé à Kogbato, du collecteur P à Fifadji Saint-Rita Vossa, du pont de Fifadji et du collecteur WD à Akpakpa. Un an plus tard, où en est-on? Sur le collecteur AA, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 80%. Pour un délai qui est consommé environ à 99%, c'est dit qu'à ce niveau, il y a un léger retard qui se note, mais les pressions nécessaires sont mises sur l'entreprise pour que ces travaux puissent être achevés à la fin du mois de février, sinon au plus tard en mars. Au niveau du collecteur P, où l'entreprise Atome intervient, là c'est l'effet contraire, nous avons une avance par rapport à la consommation du délai, puisque le taux d'exécution est estimé à 93%, alors que le délai d'exécution est consommé à 80%. Ça veut dire que l'entreprise a une avance estimée environ à 2 mois par rapport au délai contractuel. S'agissant du pont de Fifadji, le taux d'exécution est estimé à 70% pour une consommation de délai de 80%. Quant au collecteur d'Akpakpa dans la zone de Tchaoukpame, Pakpakame, il accuse un taux d'exécution estimé à 92% pour une consommation de délai de 99%. Au-delà du constat, la visite permet de s'informer des difficultés qui font obstacle à l'avancée des chantiers. C'est un bilan satisfaisant, du moins encourageant. Satisfaisant, ça sera le cas dès que les populations vont s'approprier ces ouvrages-là et commenceront à circuler, à aller, à venir dans des conditions les meilleures. Mais tout au moins, c'est encourageant et c'est le lieu de féliciter tous ceux et toutes celles qui interviennent sur les divers lots. Les travaux se déroulent dans des zones très inondables et bientôt la saison des pluies. Il faut alors parer au plus pressé. L'assurance est donnée par le maître d'ouvrage délégué que les différents chantiers seront livrés avant terme. Pour la bonne conduite des travaux, la responsabilité des populations et des élus à tous les niveaux est engagée, a souligné le ministre. C'est un travail collégial et c'est ensemble que nous allons venir à bout des problèmes qui assaillent nos populations. Je note avec satisfaction et certainement vous avec moi que les travaux ont commencé par donner de la visibilité. Nous prenons l'engagement devant le ministre que nous allons sensibiliser et que moi et que mon chef quartier qui est à côté de moi, nous allons sensibiliser la population à la base pour que les collecteurs ne deviennent pas des dépotoirs des ordures. Pour le bonheur des populations, Christian Sosuunto demande à l'AGETU et à tous les autres prestataires en charge des travaux de faire de leur mieux pour que ceux-ci s'achèvent dans le délai contractuel fixé au 6 juin prochain. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement secondaire a procédé au lancement officiel du projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. C'était ce jeudi en présence des partenaires et responsables des différentes structures chargées de l'insertion des jeunes. Le nouveau projet initié vise la réduction du taux de chômage. Rosalie Adjé et André Aignon. Ce projet initié par le ministère de l'Enseignement secondaire au profit des jeunes est financé par l'Agence française de développement AFD
sur une période de 36 mois. Il permettra d'intervenir en faveur du développement de formations professionnelles et de l'amélioration de son efficacité afin d'agir comme un levier au profit d'une croissance économique dynamique. Cette bonne concertation, seul gage de la réussite de l'engagement commun en faveur de l'insertion professionnelle, j'en suis persuadée, se poursuivra jusqu'à la réalisation totale du projet et pourra s'élargir au secteur privé pour permettre d'offrir des formations adaptées aux réalités des entreprises, mais surtout d'avancer ensemble vers un meilleur accès à l'emploi de la jeunesse béninoise. Plus de 1500 jeunes de tous les horizons bénéficieront de ce programme de formation professionnelle réparti en 3 composantes. Renforcement et amélioration du niveau d'insertion des jeunes dans un cadre local de concertation pluriacteur et le renforcement de capacités de pilotage par le ministère du dispositif de formation de type dual. La fonction publique béninoise est dépassée. L'État ne peut plus être le seul pourvoyeur d'emploi. Il faut que le secteur privé vienne au secours du secteur public. Et cela ne peut se faire que grâce au renforcement de notre tissu industriel. Chers partenaires techniques et financiers, mon ministère a vu plus loin. Parce que le docteur Bouniaya a compris très tôt que le chef, c'est celui qui a besoin des autres. L'autorité s'est aussi engagée à œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés dans la mise en place de ce projet d'appui aux jeunes. L'ONG ANAP, toujours au service de la santé visuelle des populations, elle organise depuis le 2 février à la Maison des Peuples d'Akpakpa une campagne de dépistage des maux d'yeux. Sur place, vous bénéficierez de consultations ophtalmologiques, de médicaments et de verres médicaux. Tout ceci à un prix forfaitaire. La campagne suit son cours jusqu'au 21 février. Zakiat Latoundji et Dine Tidjani. ANAP Bénin rapproche une fois encore les soins oculaires des populations. Toute son équipe est à la Maison du Peuple d'Akpakpa pour 20 jours dans le cadre des campagnes de dépistage et de traitement des maux d'yeux, devenue maintenant une tradition chez l'Association nationale d'amitié avec les peuples. Objectif, offrir des soins de santé oculaire à moindre coût à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Il s'agit de la consultation ophtalmologique et associée de quelques examens tels que le fond d'œil, la réfractométrie automatique et d'autres examens. Alors pour certains cas un peu plus compliqués, nous les orientons vers les centres de santé beaucoup plus équipés et qui ont un plateau technique assez adéquat pour pouvoir les prendre en compte. L'équipe de l'ONG est sur le site et s'occupe de chaque patient au cas par cas. Le matériel ophtalmologique est également disponible pour une bonne prise en charge. Mon accueil a été chaleureux et j'ai vu qu'il y avait les équipements nécessaires. Par rapport à mon problème, ils m'ont prescrit des colis que je dois mettre sur l'œil. J'exhorte la population de sortir massivement, surtout les enfants, les élèves et les étudiants, afin de se faire dépister d'une éventuelle pathologie oculaire. Et il y a une équipe consulter des techniciens en ophtalmologie et d'autres personnes qui pourront les prendre en compte. Il y a la consultation, il y a les médicaments et les verres médicaux que nous avons reçus de nos partenaires luxembourgeois et allemands. Cette énième campagne de dépistage et de traitement des maux d'yeux de l'ONG ANAP ne se limitera pas à la Maison du Peuple d'Akpakpa. Toutes les autres communes du Bénin recevront l'équipe de l'ONG déterminée à apporter des solutions aux problèmes visuels de toute la population béninoise. Du côté du palais de la Marina, le PDG de Fludor Bénin a été reçu en audience par le chef de l'État. Au cœur des discussions, un projet de zonage du coton pour permettre à Fludor d'avoir facilement accès aux matières premières que sont les graines de coton. Également ce vendredi matin, il était question d'un projet de financement et de construction d'hôpitaux, mais cette fois avec une délégation du Fonds Koweïtien. Le point des audiences avec le riche Gaba et Barnabé Messan. Dans le souci de meilleur accès aux matières premières, Fludor Bénin est intéressé par le projet de zonage de coton. C'est dans cette optique que la délégation conduite par le PDG de Fludor Bénin est allée soumettre au président de la République un projet qui lui tient beaucoup à cœur. En 1998, notre président, M. Vink, était venu rencontrer le président Kérékou pour lancer le projet Fludor.
Ce projet Fludor est incomplet aussi longtemps que nous ne pourrons pas maîtriser la matière première, c'est-à-dire la graine de coton. Et pour cela, la seule méthode, c'est le zonage. Et nous souhaitons donc obtenir une zone où nous pourrons encadrer les producteurs de façon à ce qu'ils améliorent leur rendement, améliorent la production et puissent fournir à l'industrie béninoise du coton et in fine à nous-mêmes la matière première dont nous avons besoin. Donc ça veut dire que nous allons proposer un projet au président de la République qui ira en Conseil des ministres sur l'encadrement de producteurs dans une zone du nord du Bénin. Où nous pourrons démontrer que le zonage que le président de la République promeut maintenant est la meilleure façon de faire que ce pays qui jusqu'ici produisait entre 200 et 300 000 tonnes de coton tous les ans arrive à en produire 500 à 600 000 tonnes pour le bien du pays lui-même et de tous les producteurs qui auront ainsi un revenu bien supérieur. Voici tout le projet. D'un projet à un autre, un conseil juridique du Fonds Coïtien était au palais de la Marina pour s'entretenir avec le chef de l'État. Principal sujet de discussion, le financement et la construction d'hôpitaux dans certaines localités du Bénin. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore au Bénin pour un séjour plus long que par le passé, puisqu'il y a 5 ans nous étions déjà au Bénin. Et c'est à la demande du chef de l'État, le président de la République, que nous nous sommes rendus une fois encore au Bénin pour le financement d'un projet spécialement dans le domaine de la santé, puisqu'il s'agit de la construction de l'aménagement d'hôpitaux des zones, plus précisément dans la commune de Tchaourou. Ici, donc, 6 hôpitaux ou centres communaux seront construits et nous nous sommes rendus sur les sites, les divers sites qui devraient abriter donc les 10 équipements, les 10 infrastructures, avec notre collègue du ministère de la Santé et du Bénin. Et la visite des sites et les travaux précédents qui ont été réalisés nous ont rassuré que les travaux à réaliser constituent des infrastructures importantes pour non seulement les populations mais pour toute la commune et pour le pays. Et nous avons apprécié les efforts de développement qui sont réalisés jusque-là avec l'assistance de nos collègues du ministère de la Santé du Bénin. Et nous pensons que notre présence doit pouvoir les aider, les booster dans leurs compétences déjà avérées dans le domaine, puisque en 2 semaines nous avons pu apprécier le travail qui a été fait par eux avant que nous arrivions. Et le chef de l'État qui nous a reçus nous a encouragé à accélérer les travaux, à parvenir à une concrétisation assez rapide pour que nous puissions aboutir à la satisfaction des besoins des populations, puisque cela fait partie de son leitmotiv de tous les jours. Le Fonds Coïtien s'engage pour sa part à œuvrer pour le démarrage très bientôt des travaux pour soulager un tant soit peu les souffrances des populations qui jusque-là ont difficilement accès à des soins de santé de qualité à proximité. Nati, à présent, vous le verrez sur ces images, le directeur général des forêts et des ressources naturelles du Bénin était ce jeudi au cantonnement forestier de la ville. Théophile Kapou est allé doper le moral de ses collaborateurs quant aux défis qui les attendent. Cette année, les forestiers s'engagent donc en 2015 à planter 15 millions d'arbres contre 11 300 000 l'année écoulée. À la fin de la séance, le directeur général s'est confié à Régis Hippolyte Agosou et Alexis Abouton de notre antenne régionale Atakwa Donga basée à Natitengu. Le corps des personnels des eaux de forêt est un corps paramilitaire. Et de temps en temps, nous avons besoin de procéder à une situation que nous appelons réarmement moral. Le réarmement moral pour nous, forestiers, consiste à venir vers les collaborateurs pour les doper le moral par rapport aux défis qui nous attendent. Le réarmement moral suppose qu'on vienne leur parler pour les refixer par rapport à ce que nous avons à faire au cours de l'année qui va commencer. Vous savez qu'au cours de cette année, la saison des pluies a été excellemment bonne, ce qui suppose que les herbes ont été suffisamment aussi hautes et que la saison sèche qui a suivi va être difficile, avec une période d'harmattan qui vient de s'écouler qui a été aussi rude. Et face à ça, les séances d'allumage de feux précoces n'ont pas suffi. Nous constatons également actuellement que les feux encore continuent de se propager. Comment nous faisons pour gérer cette période qui nous sépare des premières pluies, pour qu'il n'y ait pas de désolation dans les cœurs des familles, pour que nos plantations que nous avons réalisées ne s'écroulent pas. L'année dernière, on nous a demandé de réaliser 10 millions de plants à mettre en terre. Nous avons pu réaliser 11 300 000 plants mis en terre l'année dernière.
Et vous savez, nous avons été premiers l'année dernière. Nous avons demandé aux collaborateurs cette année que nous allons à 15 millions de plans à mettre en terre. Donc nous avons donné des orientations suffisantes et claires à nos collaborateurs pour que nous ayons pu obtenir satisfaits afin que nos patrons soient très contents aussi de nous. À Vrancou, maintenant, cette commune qui tente à s'embraser en période électorale. Le phénomène est cyclique et pour l'éviter cette fois-ci, les sages de la commune, avec l'appui de la mairie, tiennent depuis ce jeudi des assises. Objectif, garantir pour les fois à venir une période électorale aussi paisible que possible. Le point de l'ouverture des travaux avec Aymar Khodonou et Henri Gatti. La commune d'Avrancou est réputée très chaude en période électorale. Plusieurs troubles et manifestations violentes avaient été enregistrés lors des derniers joutes et c'est pour prévenir le mal que les sages de la commune tiennent les présentes assises. Il est question pour eux de s'entendre sur l'essentiel pour que les prochaines élections législatives et communales se déroulent dans la paix. Vous le savez, les derniers événements, installation des maires dans des années passées, il y avait eu un peu de trouble. Vu tout ça là, les sages ont jugé bon de faire monter un bureau. Et ce bureau est né maintenant, ça fait plus de 2 ans. Après avoir réfléchi beaucoup, nous avons jugé bon de monter encore les bureaux dans les arrondissements. Parce que nous avons vu que nous seuls au niveau de la commune, nous ne pouvons pas travailler dans les autres arrondissements. C'est pourquoi on a installé les bureaux des arrondissements. Et nos 7 arrondissements ont leur bureau. Maintenant, on a vu que bon, pour que le travail soit bon sur le terrain, il serait bon de se retrouver en un lieu, nous tous, et recevoir une formation ensemble. Comment travailler, comment faire qu'il y ait la paix dans notre commune. Parce que sans la paix, ça ne peut pas aller. Vous le savez, les choses s'annoncent déjà avec du bruit. Et nous avons jugé bon de nous former, se préparer. Donc cette formation, ça regroupe beaucoup de choses. Nous, on ne fait que demander la paix. La paix pour que les jours qui arrivent, les élections qui s'annoncent avec du bruit là, que ça soit apaisé. Pour qu'il y ait la paix dans notre commune. Bagarre, coupe, nous dirons non en ce moment-là et apaiser la population pour que notre commune soit en paix. Pour ces assises, les sages de la commune ont reçu l'appui de la mairie. Le premier adjoint au maire procédant à l'ouverture des travaux a d'ailleurs rappelé tout l'intérêt que le conseil communal porte à la question de la paix pendant les élections. Nous savons bien sûr que sans la paix, il n'y a pas un développement durable. C'est pour cela que nous félicitons les initiateurs de cette formation qui a vu juste l'importance du rôle que doivent jouer les sages dans une commune. Et surtout à l'orée des élections communales, législatives et bientôt présidentielles. Cette formation est la bienvenue et nous, en tant qu'autorité communale, nous ne pouvons que vous accueillir et vous soutenir. Plus de violence à Avrancou pendant les périodes électorales, c'est le mot d'ordre pour lequel sages d'Avrancou et autorités communales se donnent désormais la main. Au Palais des gouverneurs, l'Assemblée nationale vient de se doter d'un bâtiment pour soulager les peines du personnel administratif confronté à l'insuffisance de bureaux. L'infrastructure inaugurée ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale a été réalisée en un temps record. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Aymar Khodonou. La construction de ce bâtiment de type R+2 a été décidée par le bureau de l'Assemblée nationale pour compenser un tant soit peu le manque de bureaux auquel est confronté le personnel administratif qui accompagne les parlementaires dans leurs tâches. Les travaux ont été achevés en un temps record et le chef-d'œuvre est ici présenté au président Mathurin Nago. Ce chef-d'œuvre, il faut le souligner, qui est l'expression de la volonté déterminante du président de l'Assemblée nationale d'offrir au personnel administratif un cadre de travail adéquat. On ne peut que se féliciter de cet ouvrage qui a été réalisé à un coût raisonnable, puisque ça fait 265 millions
692 000 francs CFA. Quand on voit le rapport qualité-prix, on se dit c'est véritablement un exploit. Il faut le souligner, c'est rare dans notre pays. Les travaux ont été exécutés sans aucun avenant. Ça, il faut le souligner également. Cela prouve la rigueur et l'efficacité du suivi. Le bâtiment inauguré compte 20 bureaux et une salle de réunion. Mathurin Nago, après les avoir parcourus, s'est félicité du travail de l'entreprise, mais regrette cependant que le siège promis par le gouvernement et qui devait donner à chaque député et au personnel administratif de meilleures conditions de travail soit jusqu'à présent un éléphant blanc malgré les nombreux milliards engloutis. Il a promis, il s'est engagé, cet entrepreneur, et je me rends compte, je dois le dire très sincèrement, qu'il a respecté ses engagements. Et il a très bien respecté ses engagements. Il a terminé ce chantier avant la fin de la période de 6 mois. En moins de 6 mois, il a réalisé ce que vous êtes en train de voir. En moins de 6 mois. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi, dans ce cas précis, les choses ont aussi bien marché, alors que dans d'autres cas, ça ne marche pas. C'est le lieu pour nous de tirer les leçons. De tirer les leçons pour prendre de nouveaux engagements pour la gouvernance de notre pays. Ici, je dois vous le dire, la main sur le cœur, il n'y a pas eu d'avenant. Je l'ai dit d'entrée. Avant que le démarrage ne se fasse, je dis il n'y aura pas d'avenant. Vous terminez avec le prix, le coût que vous avez indiqué et pour lequel vous avez bénéficié de ce marché. Ou bien vous ne démarrez pas. Il n'y aura pas d'avenant. C'est une condition qui est indiquée. C'est clair et net. Il n'y a pas d'avenant. Puisque c'est la maladie. L'avenantite au Bénin. L'avenantite. Oui, puisque nous avons eu aussi cette maladie sur le chantier du nouveau siège. On a commencé par dire que c'est 16 milliards le coût. Alors que les Chinois étaient prêts à réaliser tout cela à 18 milliards. Ils ont dit non, 2 milliards de différence, il vaut mieux donner à celui qui a proposé 16 milliards. Aujourd'hui, on est à combien? 24 milliards. Et je vous promets que ça ira au-delà de 24 milliards. Voilà l'avenantite au Bénin. Et nous ne pouvons pas continuer d'agir ainsi. Parce que quand on n'a pas suffisamment de moyens, la qualité dont on doit faire preuve, c'est la bonne gestion du peu de ressources que nous avons. Mathurin Nago et son bureau viennent de donner la preuve que bien de bonnes choses peuvent se faire si on y met le sérieux et la bonne gouvernance. Le concours d'art oratoire organisé à l'intention des jeunes déscolarisés dans les arrondissements de Sémé et d'Ekpé par le mouvement d'action des jeunes, MAJ de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, a connu son épilogue ce 4 février. Elles sont une dizaine, dont 5 apprentis couturières et 5 apprentis coiffeuses, à compétir dans le cadre de ce concours dont les préparatifs ont pris en compte le volet formation et la séance d'orientation et d'apprentissage. 5 sur les 10 candidates ont reçu des prix constitués de machines de couture plus accessoires et le reste des lots de consolation. Reportage. Une centaine au départ, elles sont à l'arrivée une dizaine, aussi bien d'Ekpé et de Sémé-Podji, à passer la phase finale du concours d'art oratoire en langue nationale Goun. Choisies et mandatées par leurs patronnes respectives, elles ont au cours des semaines qui ont précédé ce 4 février, reçu des enseignements sur la santé de reproduction à travers plusieurs thématiques. Cette activité a démarré depuis quelques mois et nous sommes à la phase finale. Et cette activité qui nous réunit a été organisé par les jeunes du mouvement d'action de la BPF, puisque nous aurons souhaité que ces jeunes filles puissent assurer une paternité responsable. Organisation des jeunes sous le couvert et l'onction de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, l'initiative, une première dans l'histoire, a pris exclusivement en compte les jeunes déscolarisés, notamment les filles en apprentissage dans les sections couture et coiffure. Au nom de la population des départements de Lomé et du Plateau, et en particulier celle des Pins, je voudrais remercier l'ABPF pour ce projet qui est un projet louable qui permettra à nos filles déscolarisées
de pouvoir se maîtriser et s'orienter pour un avenir meilleur. Je félicite très sincèrement le mouvement d'action des jeunes qui a réussi à gagner ce petit projet qui lui a permis d'entrer dans la cible des jeunes déscolarisés. Donc ça veut dire que ces jeunes déscolarisés ont pu poser leurs problèmes et ont reçu également les explications et les conseils de nos mages. Noté par un jury composé de 4 membres, chacune des candidates a eu droit à un passage de 3 minutes pour faire la déclamation poétique. Au finish, les 5 primés sont rien que des couturières avec à la première loge Mademoiselle Colette Avadje. Mademoiselle Avadje Colette, couturière à Semepodi, première, avec une moyenne de 16, en matière de santé de reproduction, toutes les couches sont importantes et cette nouvelle option vient élargir le champ d'action de l'ABPF qui œuvre depuis 4 décennies pour le bien-être de la famille béninoise. Lokossa, maintenant précisément à l'hôtel de ville où le conseil communal a tenu ce jeudi sa 2e session extraordinaire de l'année 2015. Au menu, l'adoption de compte rendu, l'adoption du plan de contingence communale 2014-2015 de Lokossa, des autorisations de voyage et un zoom sur les préparatifs du 50e du CEG1 Lokossa dont les festivités auront lieu du 1er au 4 avril prochain. Geoffroy Vincent et Florent Dou. Les conseillers communaux de Lokossa à nouveau réunis pour la 2e fois cette année en session extraordinaire. Sur les 19 conseillers que compte la commune, 16 ont pris part aux travaux. L'ouverture de la session ainsi que les travaux ont été présidés par le premier adjoint au maire de Lokossa. La première spécificité de cette session, c'est l'examen de 2 points qui honorent notre commune. Doublement nominés pour recevoir des prix de distinction honorifique, respectivement le 13 février et le 28 mars prochain. Il s'agit d'une part du prix meilleure commune propre attribué au maire par le collectif des ONG de gestion des déchets et de l'assainissement et d'autre part du trophée bâtisseur de la nation à lui décerné par la fondation Marjolaine. Au cours de notre rencontre de ce matin, le conseil va décider du sort de 3 communautés à Gonkame, dans l'arrondissement de Wéréméadja, Atipeta et Dukonta dans l'arrondissement de Lokossa, qui, selon les indices de pauvreté, sont éligibles pour bénéficier du PSDCC au titre de l'année 2015. La session a aussi permis, entre autres, l'adoption du plan de contingence communale 2014-2015 de Lokossa, de même que l'autorisation de la participation du maire au séminaire de réflexion sur les liens entre les enjeux de mémoire et de développement local par la IMF aux États-Unis du 29 mars au 13 avril 2015. Au niveau des divers, les conseillers ont eu droit à un bref exposé sur la célébration du 1er au 4 avril prochain du 50e du CG1 Lokossa. Lokossa toujours où une charte d'amitié lie désormais la commune, l'ONG Medivine et l'association française Main en Main. Elle a été signée ce jeudi et vient formaliser les relations entre l'ONG Main en Main installée à Lokossa et l'association l'ONG Medivine installée à Lokossa et l'association Main en Main basée à Grenoble. Reportage. La mairie de Lokossa consolide ses relations avec certains de ses partenaires au développement. Au nom du conseil communal, le premier adjoint au maire de Lokossa paraphe la charte d'amitié qui lie désormais la commune de Lokossa, l'association Main en Main et Main Divine ONG. Il est imité par la directrice exécutive de l'ONG Main Divine et le président de Main en Main, une association basée à Grenoble en France. Grâce à ces différentes signatures, Main en Main formalise ses relations avec Main Divine, une ONG installée à Lokossa. Le partenariat de la commune de Lokossa avec l'association Main en Main n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est un partenariat très agissant. Et la commune est en train de bénéficier de beaucoup de choses de ce partenariat. Les amis, chaque année, ils sont à Lokossa et ils font beaucoup pour aider vraiment nos populations dans pratiquement tous les secteurs. Nous menons nos activités au niveau des jeunes, dans la formation
la sensibilisation des jeunes. Et pour nous, notre priorité, c'est l'éducation des jeunes. Les objectifs de l'association de Main en Main, c'est l'accès à la santé, à l'éducation, à la formation pour les enfants, les jeunes et les femmes au Bénin. Donc, nous nous retrouvons dans un même projet. Nous essaierons de vous soutenir comme nous pourrons, avec les moyens que nous avons, car nous sommes une petite association. Pendant la cérémonie, un don de machine à coudre a été fait par l'association Main à Main à l'ONG Main Divine. Un geste qui fait passer à 3 le nombre de machines à coudre déjà offertes par Main à Main Divine. Dans la suite de l'actualité, une rencontre d'échange et de sensibilisation autour de la santé maternelle et de la reproduction. C'est avec les jeunes et l'initiative émane de l'ambassade des Pays-Bas. Et puis des nouvelles de l'Afrique et 7 autres attaques meurtrières de la secte islamiste Boko Haram à Fotokol au Cameroun. C'est un représailles à l'offensive menée par les forces tchadiennes sur leur position dans la région. Mais avant, un nouvel ouvrage disponible en librairie, c'est une revue ouest-africaine d'archéologie. Il est rendu public par le professeur Obaré Bagodo. C'est une longue étude sur la paléo-environnement. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à l'UAC. Voici le reportage de Tanguy Agoye et Rachidi Soubérou. Le livre donne accès à des réalités d'une vieille époque. C'est une série de clichés scripturaux qui rendent compte dans leur succession du processus d'adaptation des établissements humains à l'ambiance constamment évolutive des conditions climatiques paléolithiques. On y est au cœur de recherches transversales à cheval sur l'histoire antique, l'environnement et la sociologie. Un cocktail scientifique pour faciliter la prospection. Si on ne sait pas comment notre milieu avait évolué, on ne peut pas savoir comment il risque encore d'évoluer. Et c'est ça, ce fondement scientifique des travaux de Bagodo qui m'intéresse moi personnellement et qui devait intéresser les acteurs du développement. C'est de la paléo-environnement, on dit les spécialistes. Une analyse profonde de données historiques ouest-africaines qui prouve que le climat s'est montré beaucoup plus capricieux avec l'homme par le passé. Et à l'origine, ce n'était toujours pas le résultat d'actions anthropiques irréfléchies. Vous ne pouvez rien faire. La nature est là, inexorablement et continuellement. Et elle a fait naturels qui par récurrence se reproduisent un peu. Ces études de paléo-environnement dont l'homme est partie intégrante, il faut les connaître pour pouvoir comprendre la dégradation qui se fait aujourd'hui. Même si l'homme y a sa part, ce n'est pas exclusif. On aurait souhaité avoir beaucoup de Obaré Bagodo parce que c'est un exemple de courage, c'est un exemple de détermination. C'est quelqu'un qui a su, par l'envie de travail et l'envie de réussir, aller à compte courant d'un certain nombre d'habitudes de notre pays. Le document est en 6 chapitres, presque totalement en anglais. Il se propose comme un guide salué unanimement par la communauté scientifique de l'université d'Abomey-Calavi. En titre, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin sensibilise les jeunes sur la planification familiale. Elle a organisé hier à son siège une rencontre d'échange entre les partenaires techniques et financiers, les entreprises et les jeunes qui militent pour une bonne santé de la reproduction à travers, entre autres, la prévention des grossesses précoces. Reportage. Il était question de comment asseoir une prévalence contraceptive au Bénin. Cible principale, la jeunesse, de plus en plus sexuellement active et sans précaution requise. L'ambassade des Pays-Bas offre ainsi un espace d'échange et d'engagement pour appuyer ce qui se fait déjà. La santé reproductive, les droits sexuels doivent être accompagnés d'un comportement sexuel responsable. Si vous avez suivi les actualités, aussi le pape a fait des remarques sur cela. Comme d'ailleurs, très récemment, le président du collectif des imams de l'Atlantique, ici à Cotonou. D'autres partenaires techniques et financiers des entreprises ont été conviés à cette soirée afin de recevoir le plaidoyer d'un groupe de jeunes qui conscientisent leurs semblables sur le planning familial. Il s'agit des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale au Bénin. Ce sont des jeunes volontaires engagés, issus de différentes associations et mouvements de jeunes affiliés à la coalition des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest,
et précisément au Bénin, pour le repositionnement de la planification familiale. Et il travaille sur les thématiques liées à la santé de reproduction des adolescents et jeunes, la planification familiale. Ils sont âgés entre 15 et 35 ans. Soulignons au passage qu'ils sont représentés au Bénin, au Sénégal et au Mali. J'invite les entreprises étrangères et locales à intégrer dans leur activité la santé de la reproduction et les droits sexuels, pas seulement comme une œuvre humanitaire, mais aussi et surtout pour augmenter la santé de leurs employés et d'augmenter le rendement de leurs entreprises. Plusieurs associations et organismes internationaux militant en faveur de la santé reproductive ont installé pour l'occasion des stands dont les textures renseignent sur les différentes options en matière de planification familiale. Une initiative qui sensibilise par ailleurs sur la nécessité de parvenir à un taux de prévalence contraceptive à 2 chiffres au Bénin. Pour l'heure, il est de 8%. En Afrique, la secte islamiste Boko Haram fait encore parler d'elle malgré l'offensive menée par les forces tchadiennes. Le groupe terroriste aux ordres d'Ahmed Cheko a encore semé la panique à Fotokol au Cameroun en représailles à l'attaque perpétrée contre ses positions dans la région. Aux yeux des populations, la coopération militaire régionale naissante entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria reste tout de même la seule solution à même d'enrayer la menace Boko Haram. Narcisse Alossé. 24 heures après l'offensive de l'armée tchadienne au Nigeria, les islamistes de Boko Haram ont lancé mercredi une contre-attaque meurtrière au Cameroun, tuant des dizaines de civils et incendiant la grande mosquée de la ville de Fotokol avant d'être repoussés par les soldats camerounais et l'armée tchadienne. La veille, l'offensive des soldats tchadiens avait permis de libérer la ville de Kambourou après de violents bombardements aériens sur cette ville voisine de Fotokol, cible du groupe islamique. Ces combats ont fait 9 morts et 21 blessés côté tchadien et plus de 200 dans le rang de Boko Haram. Le mercredi, des troupes tchadiennes ont retraversé les frontières pour venir épauler les forces camerounaises et les tirs ont progressivement cessé en milieu de matinée. Je ne peux qu'être réjoui face à cette initiative louable panafricaine de surcroît qui permet de montrer aux yeux du monde que l'Afrique peut s'assurer sa propre sécurité. Je ne peux que te dire bravo au président Idriss Déby et au président camerounais également qui l'a compris qu'il était nécessaire, c'est une fois pour toutes, de réagir efficacement par l'offensive face à cette menace que représente Boko Haram. Je suis très content pour ce que ces soldats camerounais et tchadiens, n'est-ce pas, sont en train de faire, parce qu'il faut sans doute reconnaître qu'en combattant, n'est-ce pas, ces gens, il est fort probable que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse reprendre, je ne sais pas, disons, des choses à même ou quoi. Son décollage économique, s'il faut le dire. Le mardi déjà, l'aviation tchadienne avait pilonné les positions islamiques de Gambourou. Des combats au sol ont opposé islamistes nigériens et soldats tchadiens, mais ces derniers ont pris le dessus et ont pu entrer dans la ville nigériane où ils ont passé leur première nuit en territoire nigérian. L'armée nigériane, incapable d'arrêter seule l'expansion militaire de Boko Haram, a déclaré mardi que la présence des troupes tchadiennes ne remettait pas en cause l'intégrité territoriale du Nigeria à 10 jours de l'élection présidentielle. La France, présente dans la zone sahélienne avec l'opération militaire Barkhane basée à N'Djamena, soutient l'armée tchadienne avec des missions de reconnaissance aérienne au-dessus du Tchad et du Cameroun. L'insurrection de Boko Haram, qui prône l'instauration d'un islamisme radical et s'associe aux idées d'Al-Qaïda et de l'État islamique, a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009. Des nouvelles de l'Hexagone. Pour boucler cette session, 3 soldats ont été distingués pour actes de courage et de dévouement. Ils ont reçu des médailles d'honneur pour avoir répondu efficacement à des actes d'agression perpétrés contre un centre communautaire juif. Le récit. Décernons la médaille d'or pour actes de courage et de dévouement. Des médailles d'honneur pour actes de courage et de dévouement à ces 3 militaires agressés dans l'exercice de leur mission devant un centre communautaire juif à Nice mardi. Ils avaient été agressés au couteau par un homme immédiatement interpellé qui avait été refoulé la semaine dernière de Turquie et entendu par la DGSI. De sources sécuritaires turques, Moussa Koulibaly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été refoulé le 29 janvier à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en provenance de Rome et renvoyé dans la capitale italienne.
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé après des attentats commis en début d'année à Paris, quelques 10 500 militaires ont été déployés sur les sites sensibles, lieux de culte juifs et musulmans, établissements scolaires ou entreprises de presse. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et bonne suite des programmes avec la 3.